On parle de performance dans cette session. La performance, c'est quoi? C'est aussi la capacité à anticiper. Early Signals, c'est une présentation au titre mystérieux que je vais laisser le soin à Nicolas Loduca, Chief Data Officer chez Chloé, de faire à ma place. Bonjour à tous. Donc l'idée, c'est de vous expliquer un petit peu comment on arrive à la satisfaction client dans une boutique, dans le luxe. Pour ça, je vais faire un petit parallèle. J'arrive au supermarché, je suis un client casse-bonbon ou pas. J'arrive au rayon naphtaline. On m'a dit « Oh, il y a des mythes dans la maison, je vais chercher de la naphtaline. » Je n'ai aucune idée des marques qui proposent de la naphtaline. Je prends le premier produit, le moins cher, le plus cher. Les prix sont quasiment les mêmes. Pas d'importance. Après, je vais me tourner potentiellement sur une autre marque, pour un autre produit, un peu plus premium. Dans ces cas-là, mes attentes sont totalement différentes. Ici, je vais attendre que le produit soit disponible. On est sur, par exemple, je sais pas, un produit un peu plus cher que la moyenne, je sais pas, du caviar, par exemple. Voilà. Donc je vais arriver, je veux du caviar, le produit n'est pas disponible dans la marque que je souhaite. Du coup, bon, je vais me tourner sur une autre marque. Avec un processus comme ça, je churn, je m'en vais et je change de marque. Si la marque me plaît, je ne reviens pas sur la première. Imaginons que dans le luxe, ceci est exponentiel. C'est-à-dire que le sentiment d'appartenance, le sentiment d'adhésion à une marque est très fort et du coup, les aspects négatifs qu'on peut rencontrer, un déconvenu, un produit qui n'est pas en stock, c'est très grave pour nous puisque c'est une vente ratée. Donc l'idée, c'est d'optimiser la présence du produit en boutique. Pour ça, on a reçu un besoin du métier, un besoin très clair, qui était donc d'optimiser la présence du produit, comme je l'ai dit, mais de différentes manières, d'une manière un petit peu différente, on va dire, par rapport à ce qu'on fait d'habitude. On ne va pas se baser que sur du forecast, on ne va pas dire, ok, on a besoin de tel produit à tel endroit, ça c'est donc de la prévision de vente standard et on ne peut pas s'arrêter à ça. Puisque nous, l'idée, c'est d'utiliser donc ces signaux pour optimiser notre production. Alors, je suis désolé, la presse est en anglais, j'espère que ça ne vous dérangera pas. Donc, la performance de la supply chain, c'est bien sûr la logistique, le livrable à l'instant T, on le sait tous. Mais c'est aussi le besoin. Donc, demain, j'ai besoin de produire 1000 sacs. Je produis 1000 sacs, potentiellement, je vais en vendre 900, 500, 300, 150, 0. On n'espère pas. Donc bien sûr, on peut dire, ok, je vais forecaster mes purchase orders, donc mes achats, ma commande d'achat, je vais dire, bon, je vais en prendre 1000, je vais me baser sur un historique de données où j'en ai pris 1000, puis j'en ai vendu que 900, donc je vais faire une petite moyenne, et puis je vais trouver la quantité idéale. Non, c'est faux. On sait que ça ne fonctionne pas. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller créer un outil pour que la supply chain et le merchandising puissent avoir vraiment l'information le plus tôt possible de comment se comporte le produit. Donc pour ça, on utilise ce qu'on appelle donc chez nous les early signals, qui sont les premiers sursauts du produit lorsqu'on le présente, lorsqu'on le met en vente, lorsqu'on le fait défiler sur le floor. Donc l'idée, c'est de faire de la prédiction avec ces informations-là et de les croiser. Évidemment, pour faire un projet fiable, il faut se baser également sur des données qui sont externes à l'entreprise. J'entends par là les likes Instagram ou encore la fréquence de clics sur le site internet lorsqu'on lance une nouveauté. Du coup, la question que nous a posée le business, c'était ça. C'était, ok, est-ce qu'un like, c'est représentatif? Est-ce qu'on peut le corréler à une vente quand on fait un lancement? Donc du coup, une fois qu'on a ces informations-là, on a nos objectifs et on doit appliquer une méthodologie pour y arriver. Donc on a dit, on doit avoir forcément un forecast de vente, c'est obligatoire, et du coup, il faut qu'il soit particulièrement précis. Donc ça, du coup, on utilise, nous, du machine learning et du deep learning pour proposer donc un forecast qui avoisine à peu les 97% d'accuracy sur les ventes. Le but aussi, c'est d'avoir un stock
qui est le plus volatile possible. C'est-à-dire qu'on n'a jamais de surstock. Le stock, on sait que ça coûte cher. L'idée, c'est d'en avoir le moins possible, mais en tout cas qu'il soit le plus adapté à ce qu'on va vendre. Grâce à ça, on dit que les best-sellers vont être disponibles, donc on va pouvoir les vendre. C'est assez simple, mais c'est important. Du coup, on permet aussi aux demand planners d'avoir une information fiable quand ils font la planification pour l'assortiment en boutique. Donc l'idée, c'est de se baser sur les lancements produits similaires. Donc on va lancer un sac à main. OK, on va regarder dans les photos, l'historique. On dit OK, on a ce sac à main-là. Quand on l'a lancé, il a eu tel comportement. Donc on va essayer d'utiliser ces patterns pour pouvoir nous proposer donc des courbes qui vont se rapprocher donc, de ces patterns-là pour dire OK, tel produit, il a potentiellement le même comportement que celui-ci. Donc on va peut-être en vendre beaucoup, ça va peut-être être un best-seller. Donc on va accélérer la production ou en tout cas l'augmenter. On s'aperçoit dans les métriques que les clics et l'accélération du browsing sur le site internet est très révélatif du best-seller ou du low-seller. Donc on utilise toutes ces informations, évidemment. Donc ce qui ressort des données, dans ces cas-là, c'est assez important pour nous, puisque donc, la culture client est bien sûr au cœur de notre business. Donc on se dit que quand on a un best-seller, le plus souvent on recrute beaucoup de clients. Donc on sait que si on a une courbe très forte de recrutement, on a potentiellement en main un best-seller. Donc on a plusieurs types de patterns ici, on en a deux bien précises qui sont donc basées sur les ventes et sur les données du social media. Et ici, on va voir sur les courbes, mais c'est assez intéressant. Donc l'idée, c'est, une fois qu'on a tout ça, on met dans une moulinette. Alors là, je vous ai fait un petit échantillon de ce qu'on utilise comme outil, pardon. Donc voilà, l'idée, c'est qu'on a notre GCP. Dedans, on ingère toutes les données nécessaires au traitement qu'on va appliquer. Donc on a les ventes retail, les ventes des revendeurs, évidemment le e-commerce. On croise aussi beaucoup de données CRM pour enquêter sur les clients, le comportement d'achat des meilleurs clients et identifier du coup le plus précisément possible nos best-sellers. Donc on utilise tout ça et on a une sortie dans Power BI pour ce projet-là. Donc l'idée, c'est d'avoir des critères pour segmenter évidemment nos comportements de produits. Donc l'important ici, c'est de comprendre aussi qu'on a dû faire ce traitement de données par pays, puisque les comportements d'achat sont sensiblement différents pour un même produit. On s'est aperçu aussi, en chargeant toutes nos données et en faisant nos moulinettes, que les low sellers, eh ben en fait, on a plus de mal à prédire un flop qu'un best-seller. Voilà. Parce que on va dire que l'accélération et la corrélation des likes est plus cohérente dans les best-sellers que dans les low-sellers. C'est-à-dire qu'on c'est moins représentatif le nombre de non-likes que le nombre de likes, évidemment. Donc l'idée, c'est qu'une fois qu'on a fait notre projection, on donne 3 visions au business. Une vision optimiste, une vision, on va dire, linéaire et une vision pessimiste. Nous, l'idée, c'est de se rapprocher forcément le plus possible de la vision optimiste et donc d'adapter la production pour soutenir ces ventes-là. Donc ici, on a un exemple du tableau de bord pour piloter les informations mises à disposition du métier. Voilà, je vous remercie beaucoup.